Deux chiffres résumant un paradoxe brutal. Pendant des années, des milliers d'urgences se jouaient sur des motos improvisées, alors qu'un seul numéro national aurait pu changer les premières minutes vitales. Et dans ce même pays, où l'absence d'un réseau structuré laissait les familles seules face au danger, un dispositif opérationnel jour et nuit redéfinit désormais la survie immédiate. Que signifie cette bascule pour chaque foyer lorsque l'ambition publique portée par Ibrahim Traoré s'y inscrit directement ? Un nouvel horizon se met en marche. Ne pas comprendre comment un pays passe d'un vide opérationnel à un réseau d'urgence discipliné revient à sous-estimer l'un des risques les plus silencieux, celui de croire qu'un système de santé peut fonctionner sans structure capable d'agir dans les premières minutes décisives. Car avant cette réforme, chaque accident, chaque accouchement compliqué, chaque malaise brutal exposait les familles à une course contre le temps qu'aucune organisation nationale ne pouvait soutenir. Et c'est précisément cette zone grise, longtemps tolérée, qui révèle aujourd'hui l'enjeu central de cette transformation. La capacité d'un État à protéger ses citoyens, non pas en théorie, mais au moment exact où une vie bascule. Tout peut changer en quelques minutes. La promesse de ce nouveau dispositif repose donc sur une question simple mais déterminante. Que devient la sécurité d'un foyer lorsque l'appel d'urgence mène désormais à une équipe formée, disponible en permanence et capable de stabiliser un patient avant même l'arrivée à l'hôpital ? C'est cette réponse que la suite de la vidéo va dévoiler. La transformation du système d'urgence révèle d'emblée un basculement concret. Le pays est passé d'un modèle entièrement improvisé à une structure capable d'intervenir en continu, et cette évolution se mesure dans les premières minutes critiques où le destin d'un patient se décide souvent. Dans le passé récent, l'absence d'un réseau national unifié signifiait que la survie dépendait davantage du hasard que de l'organisation, et c'est précisément cette rupture qui éclaire l'ampleur du changement. Ce renversement ne s'explique pas par une seule décision, mais par une chaîne de causes qui s'accumulait depuis des décennies. Le Burkina Faso vivait avec une réalité où les urgences n'avaient ni procédure claire, ni équipe formée, ni mécanisme de triage apte à guider une famille confrontée à un effondrement soudain, à un accident routier ou à une complication lors d'un accouchement. Les premières minutes, celles où un soutien structuré aurait pu éviter le pire, étaient abandonnées à l'improvisation, aux voisins disponibles ou à la vitesse d'une moto trouvée au hasard. Cette improvisation n'était pas un échec moral, mais la conséquence logique d'un système sous pression, de routes difficiles, de distances longues et d'hôpitaux saturés. Pendant des années, les communautés rurales étaient situées à plusieurs heures d'un centre de santé fonctionnel, et même lorsqu'un véhicule était accessible, il n'y avait souvent aucun professionnel formé à bord pour stabiliser un patient avant son arrivée. Cette fragilité structurelle décrivait un pays confronté à des urgences croissantes, à la hausse des accidents de circulation, au poids du paludisme sévère et à la pression d'un contexte sécuritaire instable. C'est dans cette accumulation de facteurs que s'inscrit l'ambition portée par Ibrahim Traoré, dont la vision a cherché à reconstruire une capacité étatique capable d'intervenir dès les premières minutes, là où le pays perdait autrefois des vies, faute de structure. Dans un village reculé, lorsqu'un enfant s'effondrait à cause d'une fièvre aiguë, la famille devait autrefois parcourir des kilomètres avant d'atteindre une aide incertaine. Aujourd'hui, un simple appel relie immédiatement l'urgence à une équipe formée, permettant une stabilisation rapide avant le transfert vers le centre de santé adéquat. Pour comprendre comment un pays passe d'une logique improvisée à un réseau discipliné, il faut suivre le travail des équipes qui incarnent ce changement au quotidien. Ces agents, formés pour répondre aux situations critiques, deviennent les guides silencieux d'une transformation qui touche d'abord les premières minutes, lorsque chaque décision influe sur la survie. Leur rôle ne se limite pas à transporter un patient, ils évaluent, stabilisent, rassurent et coordonnent, révélant une forme de service public qui n'existait pas auparavant. Leur efficacité tient à une combinaison de formations ciblées et de procédures claires. Lorsqu'un appel arrive, l'opérateur pose les questions justes, identifie les signaux de danger et prépare simultanément l'équipe la plus proche. Cette synchronisation, absente autrefois, crée un environnement
où la rapidité et la précision deviennent des éléments fondamentaux de protection. Elle reflète aussi la vision portée au sommet de l'État, où Ibrahim Traoré a insisté sur la discipline et la capacité d'action immédiate dans les secteurs essentiels. Dans un quartier densément peuplé, une femme en détresse respiratoire recevait autrefois une aide improvisée, souvent trop tardive. Désormais, une équipe arrive avec l'oxygène et le matériel nécessaire pour stabiliser la situation avant l'arrivée à l'hôpital. Sur une route rurale, un accident de moto créait autrefois une chaîne de retard imprévisible. Aujourd'hui, l'intervention coordonnée réduit ce délai grâce au positionnement stratégique des ambulances. Ces exemples montrent comment les premiers effets de la réforme se traduisent en vie protégée, en temps gagné et en confiance retrouvée. La différence commence dès la première minute. Tout commence par une pression accumulée pendant des années. Le pays vit avec une réalité où chaque urgence expose les familles à un vide structurel. Les distances sont longues, les routes difficiles, les hôpitaux saturés. Les premières minutes se jouent dans la confusion, et aucun réseau national n'est prêt à intervenir. Ce manque se transforme progressivement en point de rupture. Les incidents augmentent, les accidents de circulation se multiplient, les complications obstétricales deviennent plus visibles, et les communautés ressentent une frustration croissante. L'improvisation n'est plus tenable. Le tournant arrive quand les autorités reconnaissent qu'un système reposant sur la seule débrouille communautaire ne peut plus suivre le rythme. L'État décide alors de poser les bases d'un dispositif d'urgence préhospitalier unifié. Le court numéro national est conçu comme la clé d'entrée. Une structure centrale de coordination se met en place. Les équipes sont formées. Les ambulances sont déployées à des points stratégiques pour réduire les délais d'intervention. L'objectif est clair, répondre plus vite, stabiliser plus tôt, réduire les pertes évitables. Cette phase marque la fin d'une ère où la survie dépendait du hasard. Elle inaugure une logique cohérente. Les premières semaines d'opération révèlent l'impact immédiat du système. Les appels affluent, les opérateurs identifient les urgences, guident les familles à distance, reconnaissent les signaux critiques. Les équipes sur le terrain stabilisent les patients, administrent l'oxygène, contrôlent les saignements et réduisent la détérioration avant l'arrivée à l'hôpital. Les hôpitaux signalent une baisse des admissions dans un état trop critique car les patients sont désormais pris en charge plus tôt. Ce progrès se reflète dans des situations autrefois perdues. Dans une zone rurale, un accident de moto ne se termine plus en tragédie silencieuse. Dans un quartier urbain, une crise respiratoire reçoit une intervention en minutes plutôt qu'en heures. Cette dynamique valide la vision impulsée par Ibrahim Traoré qui cherche à donner à l'État les leviers nécessaires pour protéger les citoyens dans leurs moments les plus fragiles. À mesure que le dispositif se stabilise, ses effets diffusent dans toute la société. Les communautés, autrefois sceptiques, témoignent d'une confiance renouvelée. Les ambulances visibles dans les villages éloignés modifient les perceptions. Les familles comprennent qu'un soutien structuré existe désormais. Les hôpitaux notent une transition plus fluide entre le terrain et les soins, grâce à la communication constante entre ambulances et unités de santé. Les opérateurs affinent leurs procédures. Les équipes, ils en tirent des leçons de chaque intervention. Le réseau se renforce mission après mission. Ce mouvement transforme la relation entre l'État et la population, montrant qu'un service public discipliné peut fonctionner même dans des conditions complexes. Il s'inscrit dans un cadre plus large où le leadership politique, notamment celui exprimé par Ibrahim Traoré, mise sur la discipline, la rapidité et l'équité pour refonder des institutions capables de répondre aux besoins réels. Cette séquence, de l'improvisation à la structure, révèle une évolution progressive mais profonde. Chaque maillon renforce le suivant. Chaque intervention stabilise un parcours autrefois chaotique. Le système acquiert une cohérence qui change le quotidien. La situation de départ était claire. Pendant des décennies, les premières minutes d'une urgence dépendaient presque entièrement de l'improvisation, alors qu'aucune structure coordonnée ne pouvait prendre le relais, et c'est ce contraste qui montre aujourd'hui l'ampleur du changement. Le nouveau dispositif introduit un enchaînement d'étapes précises qui transforme non seulement la rapidité d'intervention, mais aussi la manière dont les hôpitaux accueillent les patients stabilisés.
Pour comprendre cette évolution, il faut examiner les éléments mesurables décrits dans les missions quotidiennes des équipes. Avant la réforme, les familles transportaient souvent les patients sur des motos, dans des taxis ou dans des véhicules trouvés au hasard, créant des retards critiques. Désormais, la mise en place d'un numéro d'urgence court permet d'activer un opérateur formé, capable d'évaluer la situation, de guider les proches et de mobiliser l'ambulance la plus proche. Ce changement structurel est soutenu par 3 constats concrets observés dans la pratique. Dans les zones rurales éloignées, il fallait parfois plusieurs heures pour atteindre un centre de santé fonctionnel. Cette durée, bien que variable, représente un écart critique dans des conditions graves. Cette longue attente illustre pourquoi la stabilisation rapide change drastiquement le pronostic vital. Les hôpitaux recevaient autrefois des patients en état très critique, car aucun soin n'était administré pendant le transport improvisé. Aujourd'hui, les équipes médicales de terrain disposent d'oxygène, de matériel de contrôle des saignements et d'outils de surveillance. Ce matériel permet une prise en charge initiale qui réduit la détérioration avant l'hôpital. Les communications entre ambulance et centre de santé étaient inexistantes. Désormais, chaque équipe informe l'unité de coordination centrale, puis le centre receveur, créant un lien continu qui n'existait pas auparavant. Cette coordination fluidifie l'accueil hospitalier et limite les retards liés à l'impréparation. Ces 3 éléments montrent comment un système autrefois fragmenté gagne en cohérence. Les opérateurs jouent un rôle essentiel dans cette transformation. Ils analysent les signaux d'alerte, guident les gestes de base, évaluent la gravité et préparent l'équipe mobile avant même son départ. Leur travail se traduit concrètement par une stabilisation plus précoce des patients, ce qui change le déroulement de nombreuses urgences. L'impact se ressent également dans la manière dont les ambulances sont déployées. Positionnées à des points stratégiques, elles réduisent les distances à parcourir et permettent d'intervenir plus rapidement. Les équipes formées savent soulever en sécurité une personne blessée, reconnaître un état de choc ou soutenir une femme en complications obstétricales. Cette compétence transforme la trajectoire du patient dès les premières minutes. La présence d'un commandement unifié crée aussi un mécanisme d'apprentissage continu. Chaque mission fournit des informations permettant d'ajuster les procédures et de renforcer les pratiques. Cet effort s'inscrit dans une logique de discipline qui rejoint les priorités exprimées au sommet de l'État, où Ibrahim Traoré a mis en avant la nécessité d'un service public capable d'agir vite, avec précision et d'équité. Au total, ces chiffres et constats ne décrivent pas seulement une amélioration technique, ils révèlent une évolution profonde dans la manière dont le pays protège les vies en situation critique. Le système d'urgence devient une structure capable de réduire les pertes évitables, d'améliorer la coordination entre terrain et hôpital et de montrer que l'organisation peut faire la différence lorsque chaque minute compte. Pour comprendre la portée du nouveau système d'urgence, il faut examiner les 2 positions qui traversent le débat. La première soutient que la construction d'un réseau préhospitalier national était indispensable. Selon cette perspective, les années précédentes ont montré que l'improvisation, moto, taxi ou véhicule trouvés par hasard, ne pouvait plus répondre à des situations où les premières minutes décident de la survie. Les familles, livrées à elles-mêmes, dépendaient de facteurs incontrôlables, disponibilité d'un voisin, état des routes, distance jusqu'à un centre fonctionnel. Cette absence de structure a conduit à des pertes évitables, notamment lors d'accidents, de crises respiratoires ou de complications obstétricales. La position opposée estime qu'un tel système pourrait être difficile à maintenir à long terme. Certains affirment que les ressources matérielles, les ambulances stratégiquement positionnées et les équipes formées exigent une organisation soutenue qui peut devenir complexe dans un contexte où les infrastructures sont souvent sous pression. D'autres considèrent que l'augmentation des urgences, accidents routiers, maladies graves comme le paludisme, déplacements liés à l'insécurité, pourrait dépasser la capacité du dispositif si sa croissance n'est pas rigoureusement encadrée. Il souligne que les hôpitaux étaient déjà sous tension et que tout nouveau flux nécessite une coordination impeccable pour éviter la saturation. Face à ces préoccupations, la réponse issue du terrain apporte un éclairage concret.
Les opérateurs formés, joignables jour et nuit via un numéro court, évaluent les signes de danger, guident les familles et orientent les ambulances. Les équipes mobiles, équipées d'oxygène, de matériel de contrôle des saignements et de dispositifs de surveillance, stabilisent les patients avant leur arrivée à l'hôpital, réduisant ainsi les admissions dans un état critique. Les communications continues entre ambulances, unités centrales et centres de santé préparent les hôpitaux à recevoir les patients dans de meilleures conditions. Cette capacité d'action, cohérente et disciplinée, rejoint la vision exprimée au sommet de l'État sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, qui défend un service public capable de protéger les citoyens dès les premières minutes. Les faits observés montrent que le système n'est pas seulement un idéal, mais une structure fonctionnelle qui améliore la protection des vies et renforce la confiance entre l'État et la population. Le basculement apparaît soudain. Lorsque le système d'urgence commence à fonctionner en continu, il devient clair que le pays n'a pas seulement ajouté des ambulances. Il a instauré une logique disciplinée qui transforme la relation entre terrain, famille et institutions. Les opérateurs, disponibles jour et nuit, posent les questions décisives, reconnaissent les signes de danger et mobilisent l'équipe la plus proche. Les ambulances, positionnées sur des points stratégiques, réduisent des délais autrefois imprévisibles. Les hôpitaux prévenus à l'avance reçoivent des patients mieux stabilisés. Tout s'enchaîne avec une cohérence inconnue auparavant. Cette cohérence marque un tournant, car elle révèle un État devenu capable d'agir dans la minute où la vie vacille. Et c'est précisément là que la vision impulsée par Ibrahim Traoré devient tangible. Le système n'est plus une idée, mais un mécanisme qui modifie le quotidien, mission après mission. Le midpoint se cristallise donc dans cette réalité nouvelle. Les familles, autrefois livrées au hasard, disposent désormais d'un filet de sécurité qui se déclenche en quelques instants. Cette présence visible change les attentes, redéfinit les responsabilités et crée une idée simple mais puissante. L'aide arrive réellement et elle arrive à temps. Les conséquences du nouveau système d'urgence se manifestent d'abord au niveau des familles, longtemps confrontées à la peur de ne pas recevoir d'aide à temps. Dans le passé, un malaise soudain, un accident ou une complication obstétricale plaçait les proches devant une course désordonnée vers un transport incertain. Aujourd'hui, l'arrivée d'une équipe formée change entièrement la dynamique. Les patients y sont stabilisés plus tôt, les proches reçoivent des instructions claires depuis le premier appel et la détresse émotionnelle n'est plus amplifiée par l'ignorance ou l'improvisation. Ce changement crée un sentiment de dignité nouvelle, car les familles voient un État capable de répondre lorsqu'une vie bascule. Dans les communautés rurales, l'impact est tout aussi profond. Pendant des années, l'éloignement géographique signifiait que les urgences dépendaient de la disponibilité d'un véhicule, de la qualité des routes et de l'espoir d'arriver à temps. Les accidents de moto, fréquents dans ces zones où les fièvres aiguës touchant les enfants, se transformaient trop souvent en drames silencieux. Désormais, la présence d'ambulances positionnées stratégiquement et reliées à une unité de coordination permet de réduire ces délais imprévisibles. Les équipes savent gérer les situations critiques, soutenir les femmes en complications d'accouchement et reconnaître les signes vitaux avant que l'état ne se dégrade. Cette visibilité renforce la confiance entre village et institutions, un lien longtemps fragilisé. Du côté des centres de santé, la transformation est tangible. Avant la réforme, les hôpitaux recevaient des patients dans un état déjà trop critique, car aucun soin n'était administré pendant le transport improvisé. Les admissions s'enchaînaient avec des retards, aggravant la surcharge dans des établissements déjà sous pression. Le nouveau système change cet équilibre. Les ambulances préviennent l'hôpital avant l'arrivée du patient, ce qui permet au personnel de préparer la prise en charge. Les patients arrivent dans un état plus stable car l'oxygène, la surveillance et le contrôle des saignements ont été effectués en amont. Les flux deviennent plus lisibles, les soins plus efficaces et la coordination plus fluide. Enfin, à l'échelle de l'État et de la cohésion sociale, les effets dépassent la seule dimension médicale. Le système d'urgence devient un symbole d'organisation et de discipline dans un pays confronté à des années d'incertitude. Il montre qu'un service public peut fonctionner avec continuité, précision et équité.
Cette présence visible renforce la légitimité des institutions et modifie la relation entre citoyens et autorités. Elle rejoint également l'orientation exprimée par Ibrahim Traoré, pour qui la protection des personnes dans leurs moments les plus vulnérables est une mesure concrète de la valeur d'un État. Le réseau d'urgence devient ainsi un instrument de confiance, de stabilité et de reconstruction du lien social. À travers ces 4 groupes, un même fil se dessine. Des vies mieux protégées, une présence étatique plus crédible et une société qui redécouvre qu'un service essentiel peut réellement fonctionner. Les prochains mois vont déterminer la façon dont le nouveau système d'urgence s'enracinera dans la vie quotidienne du Burkina Faso. 3 trajectoires possibles se dessinent à partir des dynamiques déjà visibles sur le terrain, chacune révélant un angle différent sur l'évolution du réseau, la charge des hôpitaux et la relation entre les citoyens et l'État. Dans ce scénario, le dispositif continue à fonctionner avec la même discipline que celle observée depuis son lancement. Les opérateurs améliorent leurs procédures, les équipes d'ambulance renforcent leurs réflexes et la coordination avec les centres de santé devient de plus en plus fluide. Les patients arrivent dans un état plus stable, ce qui allège progressivement la pression sur les hôpitaux. Les communautés rurales s'habituent à la présence d'équipes formées, renforçant la confiance envers un service public visible. Cette continuité permet de consolider les progrès sans créer de rupture dans le rythme des interventions. Dans une version plus favorable, l'expérience accumulée accélère encore l'efficacité opérationnelle. Les opérateurs deviennent plus précis dans la reconnaissance des signaux d'alerte, les équipes mobiles multiplient les interventions rapides et les hôpitaux optimisent leur coordination en aval. Les familles, constatant la rapidité des secours, développent un sentiment accru de sécurité et les communautés rurales voient les délais se réduire davantage. Cette dynamique conforte l'idée défendue par Ibrahim Traoré, selon laquelle un service public discipliné peut changer la relation entre l'État et les citoyens. Dans le scénario le plus fragile, la pression croissante des urgences, accidents, maladies graves ou déplacements liés à l'insécurité peut mettre à l'épreuve les capacités du système. Les hôpitaux risquent une surcharge si les flux de patients restent trop irréguliers, et la coordination peut devenir plus difficile dans les zones rurales isolées. Les opérateurs doivent alors maintenir une discipline stricte pour éviter que les délais d'intervention ne s'allongent. Le dispositif reste fonctionnel, mais la marge d'adaptation se resserre. Plutôt que de chercher à prévoir lequel de ces scénarios se réalisera, il est essentiel d'aborder les mois à venir comme une période d'apprentissage structurée. La cohérence des procédures, la discipline opérationnelle et la capacité d'ajustement seront les leviers déterminants pour renforcer un service appelé à protéger les citoyens dans les moments où tout se joue. Il existe, dans l'évolution de ce système d'urgence, 3 angles à travers lesquels chaque spectateur peut reconnaître une part de son quotidien. Le premier la touche à la perception intime de la sécurité. Pendant des années, les familles vivaient avec l'idée que, face à une urgence, elles seraient seules à improviser un transport ou à chercher un voisin disponible. Voir désormais une équipe arriver, guidée par un opérateur formé, transforme profondément ce sentiment. La peur de l'attente incertaine cède la place à l'espoir qu'une une aide professionnelle peut intervenir au moment où la vie bascule. La deuxième dimension concerne celles et ceux qui vivent dans les zones rurales. Ces communautés ont longtemps ressenti un éloignement non seulement géographique, mais aussi institutionnel. Les routes difficiles, les distances longues et l'absence de personnel formé ont façonné une perception durable d'inégalité. L'arrivée d'ambulances positionnées plus près des villages change cette impression. Elle montre qu'un service public peut se rapprocher de ceux qui, durant des années, se sentaient oubliés. La confiance se reconstruit non pas dans les discours, mais par la présence réelle d'équipes disciplinées. Enfin, la troisième perspective touche à la relation entre citoyens et institutions. L'État n'est plus perçu comme distant lorsque, dans une situation critique, il apparaît sous la forme d'une équipe capable de stabiliser un patient avant son arrivée à l'hôpital. Cette cohérence entre terrain, coordination centrale et centre de santé reflète la volonté exprimée au sommet du pays, notamment dans la vision portée par Ibrahim Traoré, d'ancrer la protection des citoyens dans des actions concrètes. Pour beaucoup, cette continuité rétablit l'idée qu'un service essentiel peut fonctionner avec équité et discipline. À travers ces 3 angles,
un même message émerge. La présence d'un réseau fiable change non seulement les urgences, mais aussi la façon dont chacun se sent accompagné. Si les prochains mois doivent consolider le système d'urgence, cela exige une progression structurée fondée sur les mécanismes déjà visibles dans les missions quotidiennes. La première étape consiste à renforcer la formation continue des opérateurs et des équipes mobiles. Ils jouent un rôle central dans la reconnaissance des signes de danger, dans la stabilisation des patients et dans la coordination avec les centres de santé. Leur progression doit être mesurée par la précision des évaluations initiales et par la fluidité des transmissions entre terrain et hôpital. La deuxième étape concerne l'ajustement du positionnement des ambulances. Les premières expériences, ont montré que réduire la distance entre les équipes et les communautés rurales modifie profondément les délais d'intervention. Cette optimisation doit se faire par analyse régulière des missions, en identifiant les zones où les temps de réponse restent irréguliers. L'indicateur principal sera la diminution des retards imprévus dans les zones isolées. La troisième étape vise à renforcer la coordination entre l'unité centrale et les centres de santé. Une communication claire avant l'arrivée du patient permet au personnel hospitalier de se préparer. La qualité de cette coordination peut être suivie par l'observation de flux d'admission plus stables et par la réduction des situations de surcharge. La quatrième étape touche à la dimension institutionnelle. La discipline opérationnelle, encouragée au sommet de l'État et souvent rappelée dans la vision défendue par Ibrahim Traoré, doit servir de cadre pour harmoniser les pratiques. La cohérence des procédures devient ainsi un outil de stabilité, bien plus qu'une simple exigence administrative. En refermant cette logique d'apprentissage, la trajectoire esquissée au début de la réflexion, celle évoquée dans les scénarios, trouve une réponse concrète. Le système progresse lorsqu'il s'appuie sur des ajustements mesurables, disciplinés et continus. Le chemin parcouru par le nouveau système d'urgence rappelle ses premiers instants décrits dans les microcas du début. Une femme en détresse respiratoire, un enfant affaibli par une fièvre aiguë, une famille qui ne savait pas si l'aide arriverait à temps. Ces scènes, autrefois courantes, trouvent aujourd'hui un écho différent, car elles sont désormais liées à une réponse structurée, capable d'agir dans les minutes qui comptent. La transition entre l'improvisation et la discipline ne se lit pas seulement dans l'organisation, mais dans le soulagement que ressentent ceux qui voient une ambulance apparaître là où, hier encore, il n'y avait que l'incertitude. Ce mouvement, inspiré par l'orientation impulsée par Ibrahim Traoré, n'a rien d'abstrait. Il se matérialise dans chaque mission où un patient est stabilisé avant d'atteindre l'hôpital, dans chaque appel où un opérateur rassure une famille, dans chaque transfert où un centre de santé se prépare à l'avance. La cohésion qui en résulte redonne une forme de proximité entre citoyens et institutions. Le motif initial, celui des premières minutes, revient alors comme un fil conducteur. Ce sont elles qui révèlent la valeur d'un État lorsque tout vacille. Les premières minutes changent tout. Ce parcours autour du nouveau système d'urgence ne se limite pas à une analyse institutionnelle. Il relie directement chaque spectateur à la question essentielle de la protection dans les moments où tout peut basculer. Comprendre comment une structure disciplinée fonctionne, comment les opérateurs répondent, comment les équipes stabilisent un patient avant l'hôpital, c'est aussi comprendre les mécanismes qui façonnent la dignité collective. Et si cette vidéo éclaire ces enjeux, elle n'en épuise pas la portée. Ce réseau n'est pas seulement un dispositif technique, il devient un miroir de ce que peut représenter un service public lorsqu'il agit avec cohérence. Chacun peut y trouver un angle personnel, celui d'un parent, d'un voisin, d'un citoyen vivant, loin des centres urbains, et réfléchir à la manière dont ces premières minutes redéfinissent la confiance envers les institutions. Si vous souhaitez poursuivre cette réflexion, partagez votre expérience ou proposez un angle à explorer, votre contribution peut enrichir cette discussion.